Et ce soir, notre invité à 18h20, il est l'un de nos plus brillants économistes et publie une synthèse magistrale sur les pratiques sociales et l'argent des Français. Bonsoir Daniel Cohen, merci d'être avec nous. Bonsoir. Cet ouvrage remarquable, il s'appelle donc Les Français et l'argent, 6 nouvelles questions d'économie contemporaine. C'est publié aux éditions Albin Michel. Alors vous y reprenez aussi les contributions de nombreux experts pour raconter le rapport des Français à l'argent. On y apprend plein de choses absolument passionnantes et notamment que pour les Français, le bonheur, c'est d'abord le compte en banque. Avec cette idée que pour être heureux, il faut être plus riche que le voisin ou que le collègue. D'abord, on a envie de vous demander, Daniel Cohen, qu'est-ce qu'être riche en France ? Justement, vous venez très bien de le résumer. Être riche, c'est être plus riche que ceux avec qui on vit. Donc ça va dépendre de l'échelle sociale où vous vous trouvez. Pour un milliardaire, être riche, c'est être 2 fois plus riche que celui avec lequel vous partagez par exemple votre maison de campagne. Pour des gens plus modestes, c'est être plus riche que ceux avec lesquels ils travaillent. Donc c'est vraiment relatif. Les échelles, on les connaît. On commence à rentrer dans les 10% les plus riches, en gros autour de 6 000 euros, les 1% autour de 10 000 euros net par mois. Donc on connaît les échelles, mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est où vous vous situez relativement à ceux avec qui vous vivez. Voilà, c'est ça. Ce que ça veut dire d'être riche. Oui, et on rappelle que le salaire médian en France, c'est beaucoup moins, c'est 1 790 euros par mois. Alors vous donnez cette statistique qui est que 25% des Français les plus riches ont le sentiment d'être plus heureux que les autres. En somme, Daniel Cohen, pour être heureux, les Français pensent qu'il faut être riche. Le bonheur est dans le caddie. C'est un peu ça le propos de cette thèse. Alors, il y a deux thèses en fait en une qui en effet est résumée par ce que vous dites. La première, c'est qu'en réalité, ce qu'on dit d'une personne en particulier n'est pas vrai à l'échelle de la société dans son ensemble. Si je regarde la France aujourd'hui, relativement à ce qu'elle était en 1970 ou en 1960, elle est beaucoup plus riche qu'elle n'était à l'époque. La France, par exemple, est 4 fois plus riche qu'elle n'était en 1960. Or, les Français, dans leur ensemble, ne sont pas plus heureux qu'ils n'étaient en 1960. 1960, on était objectivement beaucoup plus pauvres. Il y avait beaucoup de ménages qui n'avaient pas encore la télévision, une voiture, etc. Mais c'était une société pleine de promesses. On avait vraiment le sentiment que la société était en train de tirer tout le monde vers le haut. On pouvait penser que les enfants des personnes qui travaillaient à l'époque seraient encore mieux traités qu'eux-mêmes. Bref, c'était une société de confiance en soi-même. C'est une société peu inégalitaire, une confiance dans l'avenir. On est beaucoup plus riche qu'à l'époque et on n'est pas plus heureux. Parce que, encore une fois, ce qui compte n'est pas l'état général de la société, mais où on se situe à un moment donné dans cette société. Oui, c'est qu'on regarde toujours le voisin, on regarde toujours le copain, on regarde toujours le collègue, on regarde au-dessus en somme. Et vous dites, cette idée du pessimisme français reste quand même d'une certaine manière un mystère et un paradoxe même, quand on sait qu'on vit dans le pays le plus redistributif au monde, où d'ailleurs un Français sur 2 ne paie pas l'impôt. Oui, on vit dans une société où en effet on pourrait dire d'une phrase que les Français ne sont pas heureux en France. Et c'est parce qu'ils ne sont pas heureux en France, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance dans la vie politique, ils n'ont pas suffisamment confiance dans le reste de la société. Au fond, le cercle de la société pour les Français est assez étroit. C'est la famille, c'est les amis très proches. C'est pour cette raison que les Français ont besoin de l'argent pour être heureux, parce qu'ils n'arrivent pas à être à l'aise dans la société dans laquelle ils vivent. Et le point peut-être le plus important de ce rapport que nous discutons maintenant, c'est que, en fait, le rapport des Français à l'argent est beaucoup plus intense qu'il n'est ailleurs. Si je compare le degré d'indexation du bonheur des Français à l'égard de leur compte en banque, comme vous disiez, il est beaucoup plus fort statistiquement, naturellement, qu'on ne l'observe en Angleterre, qu'on ne l'observe en Allemagne ou qu'on l'observe même aux États-Unis, où pourtant l'argent est une valeur qui s'affiche. Parce que cette dépendance à l'argent étant beaucoup plus forte en France qu'ailleurs est le signe que beaucoup plus qu'ailleurs, les Français ont du mal tout simplement à faire société. Donc ils cherchent dans l'argent ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs rapports sociaux. Alors Daniel Cohen, il y a une autre vérité qui ressort dans cette première partie de cet ouvrage et qui fait quand même un peu mal quand on est français. Vous dites, les Français riches sont nettement moins généreux que dans les autres pays, avec des exemples assez criants. Par exemple, les 10% des Français les plus riches ne donnent que 0,2% de leurs revenus. C'est 10 fois moins par exemple que les Américains. En somme, vous dites, les riches en France sont des radins. Comment est-ce qu'on l'explique ça ?
Alors je ne sais pas si c'est des radins à proprement parler, mais en tout cas ça fait suite à ce qu'on disait, ils n'aiment pas montrer leur argent, ils n'aiment pas rendre l'argent qu'ils ont gagné, peut-être parce qu'ils savent aussi qu'ils susciteraient peut-être la jalousie des autres Français, ce qui d'une certaine manière serait vrai. Mais en effet, un Français du haut de l'échelle sociale donne en effet 8 fois moins qu'un Américain par exemple, alors même que l'État contribue beaucoup plus généreusement aux exonérations des dons qui sont faits pour des œuvres caritatives. Donc en fait, il donne 8 fois moins, mais ça lui coûte 16 fois moins qu'aux Américains, puisque c'est à peu près dans un rapport de 1 à 2 qu'ils sont dédommagés relativement aux Américains. Donc oui, il y a aussi ici un autre signe de cette pathologie française qui est l'argent compte, mais on n'aime pas le montrer, donc en effet, on n'est pas généreux non plus. Il y a un élément qui m'a beaucoup intéressé, Daniel Cohen, vu le contexte qu'on traverse aujourd'hui et la crise sociale qui s'annonce, notamment sur le marché de l'emploi. Vous dites, en somme, on a tué les classes moyennes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois pour les classes moyennes. Il y a des emplois très précaires ou il y a des emplois de cadres supérieurs, de très riches, mais on a tué les classes moyennes. Et c'est aussi ça qui favorise ce sentiment réel, d'ailleurs, de déclassement. Oui, c'est le grand phénomène des 20-30 dernières années. On l'observe en France, pour le coup, comme on l'observe dans les autres pays. D'ailleurs, les statistiques sont un peu plus difficiles à établir en France. C'est pour ça qu'on en est un peu moins conscient en France que dans les autres pays. Mais oui, le milieu de la distribution des revenus, cette classe moyenne qui aimante en fait toutes les aspirations. Et c'est irréversible, ça ? Écoutez, j'espère que non. Je pense qu'au contraire, il faut essayer de réfléchir à tous les moyens de sortir de ça. Mais c'est vrai qu'on a évidé les secrétaires de direction, on a supprimé les ouvriers qualifiés. Bref, on a vidé ce milieu de la distribution. Et donc, on a des gens très riches qui se portent très bien et qui sont plus heureux. Et puis des gens plus pauvres qui font des emplois dans des services moins qualifiés qu'ils pouvaient en trouver dans l'industrie. Et ce ventre, ce milieu de la distribution tend à disparaître. C'est le grand espoir des nouvelles technologies que de revivifier ce milieu de la distribution. Il faut espérer qu'elles y parviennent, que par exemple les infirmiers, les infirmières trouvent plus de compétences grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout ça qu'il faut espérer voir advenir dans les années qui viennent. Bien. Daniel Cohen, il nous reste quelques instants. Je voudrais simplement qu'on termine par un domaine qui est le dernier chapitre de l'ouvrage où les Français, vous parlez du rapport des Français au football. Et alors là, on est surpris parce qu'on le sait, mais c'est intéressant la manière dont vous le racontez. Les Français s'accommodent très bien de l'argent dans le football. Et on s'attend à une espèce de critique sur les salaires exorbitants. Eh bien, vous dites complètement l'inverse. Vous dites finalement le football est une des rares activités économiques dans laquelle la distribution des richesses se fait en faveur des salariés, en outre d'origine populaire grâce au non-plafonnement des salaires. Et ça, c'est un élément important, c'est un pied de nez à tous ceux en somme qui disent que les joueurs de foot gagnent trop. Alors effectivement, c'est un pied de nez, il a été écrit comme ça. En fait, quand on regarde la profitabilité des clubs, elle n'est absolument pas corrélée à leur classement dans les ligues internationales. Les clubs les plus performants, en termes de matchs gagnés, de coupes, etc., ne sont pas les plus profitables. En fait, ce sont souvent les moins profitables, parce qu'en effet, nos grandes stars du football prennent tout le fric, pour le dire un peu simplement. Donc oui, le foot est peut-être un des seuls lieux de redistribution où des jeunes issus des classes populaires font la caisse, et c'est des capitalistes, si vous voulez dire, qui payent ces jeunes sans en récolter rien, puisque leur profitabilité en réalité est très mauvaise parce que les stars leur prennent leur revenu. Donc oui, il y a une espèce d'aspect Robin des Bois dans le foot qui est intéressant, qui mérite d'être signalé, qui explique aussi pourquoi les Français sont pas du tout gênés avec les salaires absolument délirants de leurs stars du football. Bien, c'est un ouvrage passionnant, on pourra en parler des heures parce qu'il y a plein de choses très intéressantes, très concrètes, très anecdotiques aussi, mais qui racontent l'évolution du rapport des Français avec l'argent. Ça s'appelle donc Les Français et l'argent, sous votre direction Daniel Cohen avec Claudia Sénic. 6 nouvelles questions d'économie contemporaine, c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Europe 1.